Bonjour jeunes gens, aujourd'hui on est à Colmar, on a vu comment on répare un orgue, on a vu comment on répare une cloche. Aujourd'hui on va de nouveau voir un truc qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Aujourd'hui on va voir comment on fait du vin. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Roxane et Pierre-Jean. Alors Roxane, toi tu es œnologue. C'est ça. Et Pierre-Jean, toi, tu es le responsable de la culture ici, c'est ça? C'est ça. Ton poste exact, c'était quoi le nom? Chef de culture. Chef de culture, merci. Et là, on est seulement le 22 aujourd'hui. 21. Le 21 septembre. Et en fait, on arrive déjà cette année à la fin des vendanges. C'est super tôt. Très tôt. C'est super tôt. Et bah, tu peux nous parler un petit peu de ça? Tout à l'heure, on va peut-être aller voir. Alors, les vendanges sont terminées à cette heure-ci. Mais tout à l'heure, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour voir. Là maintenant on va voir ce qui se passe juste après la vendange. Mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de la vigne, de l'état des vignes cette année? Parce que c'est une année un peu compliquée en fait pour vous, non? Une année de sécheresse. Ouais. Voilà. Après je pense que la personne qui l'a le plus vécu, c'est Pierre-Jean. C'est une année, après une année très pluvieuse qu'on a vécue l'année dernière, c'est vrai qu'on est un peu à un autre extrême cette année puisqu'on a eu une sécheresse avec quasiment aucune pluviométrie enregistrée sur le secteur Colmar depuis, je dirais, depuis ce printemps. Donc des vignes qui ont beaucoup souffert du stress hydrique cette année. Ça s'est ressenti d'une part dans la typicité des vins, on le ressent sur le raisin, sur le rendement, sur des acidités un peu faibles, mais au-delà de ça, c'est vraiment, je dirais, toute la culture qui a été compliquée cette année, du fait du manque d'eau, finalement. D'accord. Mais j'ai appris un truc juste avant, là, c'est contrairement à d'autres cultures, le vin, enfin la vigne plutôt, tu peux pas l'arroser en fait. Alors oui, en Alsace, on a, et comme toute une majorité des appellations d'origine protégée en France, on a l'interdiction d'irriguer des vignes en production. Donc en fait, on est vraiment on est sujet finalement aux aléas climatiques et on doit composer avec. C'est ouf ça, parce que bon, une appellation d'origine contrôlée, bon, on sait que d'habitude il y a tout un tas de trucs à respecter, c'est assez chiant. Mais autant pour un engrais ou pour un pesticide ou quoi, je m'y serais attendu. Mais alors la flotte. C'est surprenant. Oui, ouais, c'est surprenant, oui et non, puisqu'en fait, finalement, ce qui fait aussi le charme du vin, c'est le millésime. Et donc, il y a des millésimes faciles, d'autres qui sont plus compliqués. Et en fait, l'irrigation, ça permet en fait, de ne pas standardiser une année et finalement de ne pas être chaque année à peu près la même chose, quoi. C'est logique. Mais du coup, ça fait des années potentiellement difficiles. Bon, après, si le vin il n'est pas trop acide, ça veut dire qu'il ne doit pas être trop mauvais, non? Il est différent, je sais pas. Alors on va juste mettre une chose au clair tout de suite. Je bois pas d'alcool. Donc je suis pas le meilleur client pour être connaisseur dans le domaine. J'ai essayé de me rencarder un petit peu avant de venir pour savoir à peu près de quoi on va causer. Mais forcément, moi un vin d'une année sèche, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça donne. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui sauront. Moi voilà. Mais bon, du coup on est là aussi pour expliquer ce genre de choses. Donc éventuellement tu peux nous dire un petit peu ce que ça va avoir comme impact sur le vin justement cette année très sèche? Alors pour la partie vin, je pense que Roxane saura mieux en parler que moi, mais souvent on définit un vin aussi par une trame d'acidité. C'est ce qui donne du corps, ce qui donne un peu une vivacité au vin. Et finalement quand on a peu d'acidité, on a des vins qui se retrouvent souvent un peu plats. Alors aujourd'hui en Alsace on a différents terroirs, on est sur une faille géologique. Donc on a une diversité de terroirs. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a une année sèche que tous les vins seront comme ça en Alsace. Donc là on est sur l'Arc de Colmar, donc c'est vraiment un endroit où on a une réserve utile très faible. C'est essentiellement des galets et du sable. Donc c'est un sol qui retient peu l'eau. Donc là on va être plus sur ce style de vin. Par contre dans les coteaux où on est à dominance argile, là on va retrouver des vins qui seront quand même d'une qualité assez bonne finalement pour le millésime, avec quand même des acidités qui sont bien présentes et une matière première qui est tout à fait satisfaisante. D'accord. Donc bon, on va aller voir la vigne un petit peu pour voir comment ça se passe, comment on ramasse le vin, comment on vendange. Mais comme là aujourd'hui c'est déjà fait, parce que bon on n'a pas pu venir avant, on va tout de suite passer à l'étape suivante. Donc je vais peut-être faire un cut dans la vidéo pour dire bon voilà, nous on va aller voir le vin. Alors dis-le-moi pour la caméra, Pierre-Jean, où est-ce que tu nous emmènes? Alors là on va sur le Grand Cru Chenambourg, qui s'étend de Rigvire à la commune de Rigvire, un petit peu commune de Zélambert. Et donc dominante en encépagement, dominante Riesling. Il y a plusieurs grandes maisons qui sont présentes sur le Grand Cru. Il y a Dop Faumoulin, Dop Firion, Trimbach, ce qui représente quand même des belles maisons alsaciennes. Ça fait partie des grands crus de renom quand même assez bien imprégné chez nous en Alsace. Donc vraiment connu pour ses
c'est Riesling, mais on peut aussi revendiquer le cépage Gewürz et avec un peu de réserve, il me semble, le Pinot Gris aussi. Ok. Du coup, une parcelle de Riesling. Donc c'est cultivé en agriculture biologique, donc c'est-à-dire pas d'intrants de synthèse. On n'a pas de désherbage chimique, donc on fait finalement on n'agit qu'avec un labour pour gérer l'herbe au sol. Et ensuite pas de produits chimiques non plus dits de synthèse pour la gestion des maladies. Donc en Alsace principalement mildiou, oïdium. Donc pas de produits de synthèse, donc on utilise principalement le soufre et le cuivre. D'accord. Donc là voilà une parcelle de Riesling qui est assez jeune, une quinzaine d'années. Parcelle qu'on essaie de conduire de manière qualitative. On ne va pas essayer de chercher un maximum de rendement, on fait... La qualité plutôt que la quantité, quoi. Voilà, c'est ça, en fait on fait des petites arcures, on évite de faire 2 arcures. Les arcures c'est le bois finalement qu'on laisse de l'année dernière qui va porter le fruit. Donc on évite d'en mettre 2, on en met une et si possible on la couche. En fait pour limiter le nombre de raisins et pour chercher un rendement un peu inférieur. Parce que si la vigne fabrique moins de raisins, elle va plus y mettre tout son cœur dedans. Voilà, elle concentre les arômes. Ouais, elle concentre les arômes et le sucre. Bon déjà il faut savoir que pour des questions de qualité justement on est limité par le cahier des charges. On a le droit qu'à 50 hecto-hectares en grand cru. Donc 50 hectolitres par hectare. Voilà. Donc ça fait 5 mètres cubes par parcelle de 100 mètres par 100 mètres. Non, ça fait 5 mètres cubes. C'est ça, ouais. C'est ça. Pour une parcelle qui fait 100 mètres dans un sens et 100 mètres dans l'autre. Okay. 10 000 mètres carrés. Ouais. Et donc voilà, on essaie de ne pas faire produire trop la vigne, surtout que c'est des assez bons terrains, c'est des terrains qui sont riches. Donc en fait finalement si on ne limite pas la vigne, elle aura tendance quand même à bien produire. Donc là on essaye un peu de la limiter, surtout que c'est encore une parcelle un peu jeune. Et du coup pour concentrer au maximum les arômes et arriver un peu à la maturité qu'on souhaiterait et qu'on a définie à l'avance un peu avec Roxane. Donc bien sûr c'est une maturité qu'on essaye de fixer à l'avance, mais après ça dépend de l'année. On fait régulièrement des tours avec Roxane dans les vignes et en fait on regarde comment la vigne se comporte, comment elle évolue et son potentiel de mûrissement. Et dès qu'on pense qu'on a atteint une certaine apogée, ou disons qu'on est en phase avec nos critères, et ben là on déclenche la date des vendanges. D'accord. Et là on en est où Donc là en fait on est sur des... On peut le regarder, hein, c'est des baies, elles sont bien jaunes, jaune or, on est sur des arômes un peu citron. Par contre ils sont tout petits. Voilà, ouais, c'est une sélection, en fait on a plusieurs sélections. On peut choisir son matériel végétal, c'est-à-dire finalement il y a le Riesling, mais après c'est comme un arbre fruitier, il y a des fruitiers, pour une même quetch, il y a des quetch qui vont produire beaucoup et d'autres un peu moins. Et donc ça finalement c'est une sélection avec des grappes un peu lâches. On le voit, les grappes sont pas pleines, les baies sont lâches. Et en fait c'est un peu meilleur pour la qualité puisque on évite d'avoir trop de surcharge de baies, donc trop de rendement. Et donc du coup là aussi avec des grappes aérées, on a plus d'aération entre les baies et on limite un peu les effets de pourriture. D'accord. Et donc là voilà, on a atteint un stade pas trop mal, donc je pense qu'on va déclencher les vendanges d'ici 2-3 jours. Et alors du coup on est un petit peu venu pour ça quand même, mais on n'a pas pu venir pendant les vendanges. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement comment on fait la vendange à la main? Alors c'est très simple. Parce que là du coup ça sera de la vendange à la main ici, voilà. Grand cru, obligé. Grand cru, obligatoirement vendange à la main, donc comme les créments. Vendange à la main, donc en fait on vient avec une équipe de vendangeurs. Donc voilà, des gars un peu qui viennent chez nous, on essaye de créer un peu un lien, donc on vient avec notre équipe. On les dispose donc face à face, quelqu'un qui est de chaque côté de la rangée avec son seau. Et ensuite chaque personnel est muni d'une petite vendangette, donc c'est un petit sécateur comme ça. Et en fait ça va être son outil pour les vendanges. Donc ça et un seau. Et ensuite il vient avec son seau qui met à la hauteur de ses pieds et puis il sectionne les grappes. À la base de la grappe. À la base, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Il remplit son seau. Et son seau, il le fait passer à, on va dire, tous les 3-4 ans, on dispose donc les bottiches que vous avez vues précédemment. Et donc il fait passer son seau à la personne qui est au niveau des bottiches. Et donc cette personne remplit les bottiches. Et une fois qu'on va dire que la bottiche est à 2/3 plein, donc ensuite on l'évacue sur la remorque et ça part directement à la cave. D'accord.
Et maintenant qu'on a vu comment on coupe la vigne, comment on dit d'ailleurs? Alors du coup on coupe le raisin. Oui, pas voilà, la vigne. La vigne c'est une plante pérenne. Oui, donc, oui, mais est-ce que justement la grappe de raisin, on n'appelle pas ça aussi la vigne? Non, du coup la vigne c'est vraiment la plante vraiment et le fruit de la vigne c'est le raisin. D'accord. Et donc en fait la vigne c'est une plante pérenne qu'on plante en général pour 30-40 ans. Ah oui, 30-40 ans. Voilà, oui, donc c'est vraiment quelque chose c'est un travail de longue haleine puisqu'en fait la vigne, avant les 3 premières années, elle ne produit pas de raisin. C'est justement ce que j'allais demander, au bout de combien de temps elle est mature. Et puis j'imagine aussi que quand elle est au bout de 3 ans, elle n'est pas encore aussi grande que celle qu'on voit autour, j'imagine. Donc elle doit produire moins aussi. Elle produit moins, c'est un peu moins qualitatif. En fait, on va dire la vigne, ça fait un peu comme une parabole au niveau de la production. Donc au début on est faible et puis en fait au milieu de l'âge de la vigne on va être finalement à l'apogée. Au taquet, après elle décline. Donc voilà, elle décline à l'apogée, c'est aussi la meilleure qualité. Enfin sur la fin on a un peu moins de rendement mais c'est aussi des qualités qui sont très intéressantes. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les sélections vieilles vignes. C'est des vignes qui ont déjà un certain nombre d'années, qui produisent moins mais qui produisent des raisins qualitatifs. Et donc c'est vrai que la vigne ça se plante sur plusieurs années et donc on récolte chaque année le raisin de la vigne. Et c'est en fonction de la maturité qu'on décide, nous, en cave et en vigne, en fonction du type de vin recherché qu'on va déclencher finalement la date des vendanges. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, du coup, allons jeter un œil à ce pressoir, parce que c'est ça l'étape suivante. Le raisin est récolté, il finit là-dedans ou... Alors on a déjà son vendange soit en caissette ou en botiche. Donc c'est ce qui est là-bas. C'est les comportes qu'on voit là-bas. Ou alors donc du coup on l'achemine directement avec ce matériel-là. Soit du coup on peut le vendanger en benne, donc soit il vendanger manuellement et on le récolte, on centralise tout dans une benne qui est ensuite emmenée au pressoir. Ou alors quand on vendange de manière mécanique, c'est benné dans ce genre de benne qu'on a juste derrière nous. D'accord. Mais alors la botiche c'est quand même plus pratique quand tu as le pressoir juste à côté. Si tu as une vigne qui est loin sur les coteaux, c'est moins évident. Alors c'est pas que c'est plus pratique, c'est plus de contraintes justement parce que c'est plus de manutention. Par contre, ça préserve un peu plus la qualité du raisin, puisqu'on préserve son intégrité, on évite de le tasser, de le triturer. Avant. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'en fait, par exemple, pour tous les créments, tous les appellations de grands crus ou toutes les sélections, on les fait en botiche justement pour préserver la qualité. D'accord, ok. Et donc, l'étape après avoir ramassé le raisin, l'avoir mis en botiche, c'est de le vider directement au pressoir, c'est ça? Exactement. Eh ben, allons voir le pressoir. Allez, c'est parti. Bon, donc Pierre-Jean, il nous quitte un moment, il va gérer le business. Exactement. Hein, et nous, on est au pressoir alors. Exactement, on est au pressoir. Alors, donc là, vous voyez pas de raisin, faut se l'imaginer. Ouais. Voilà. Il y a le sol qui colle un peu. C'est rigolo. Bah oui, il y a un petit peu de grains qui sont au sol. Donc du coup, les botiches alsaciennes, le contenant où il y avait des raisins, sont positionnés sur cette bascule. Acheminés ensuite vers les pressoirs. C'est ce qu'on appelle une sauterelle. Ça, c'est la sauterelle? Voilà, ça, c'est la sauterelle. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Qui, quand est en marche, achemine les raisins, du coup, sur le convoyeur, qui va les distribuer dans le pressoir que l'on souhaite. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire des sélections de parcelles. Donc, chaque pressoir est indépendant l'un de l'autre. Et donc, ensuite, le pressoir, une fois qu'il presse, le jus coule dans des cuves différents que l'on choisit. Voilà. Et donc, là, le but, c'est de presser le raisin, mais pas de l'écraser, de le torcher comme dans un extracteur de jus, quoi. Là, le but, c'est juste, en fait, de le ramollir, de le casser et de faire sortir le jus. Voilà, c'est pour ça qu'on monte en pression tout doucement. Donc, on a vraiment des programmes de pressurage. Donc ça, comme vous l'a dit tout à l'heure, Pierre-Jean, en fonction des millésimes, les raisins sont différents. Donc cette année, c'était une année sèche. Une année sèche a conduit à ce que les raisins aient une pellicule épaisse pour se protéger du soleil, de l'agression du soleil. Donc comme les pellicules sont épaisses, elles ont aussi beaucoup de polyphénol, ce qui pourrait apporter de l'amertume dans le vin. Donc pour éviter d'extraire tous ces polyphénols et ce côté végétal du raisin, on va monter en pression de manière délicate pour éviter justement d'être un peu trop brutal et d'extraire tous ces polyphénols qui ne sont pas forcément souhaités. Donc là, c'est tous les ans, on revoit les programmes de pressurage et donc on décide de monter par palier. Donc c'est différents paliers de pression en fait. Donc on monte de 0,1 bar jusqu'à 2 bars de pression. Il y a, pour presser le raisin, 2 bars de pression. 2 bars de pression, voilà. Et sur des temps. Donc on peut décider de dire je mets 2 bars de pression pendant 2 minutes. Ensuite je dégonfle ma membrane, je rebouge, je remalaxe mon raisin
J'ai entendu tout à l'heure que ça pouvait rester 4 heures là-dedans. Exactement, même ouais, 5h30. Ah, vache. Parce que du coup, nous, notre objectif, c'est quand même d'avoir un rendement en jus. Donc pour pouvoir avoir notre rendement en jus, on essaye globalement pour 130 kg de raisin ramassé, pressé, d'avoir 1 hectolitre de mou. Donc 100 litres de Donc, jus de raisin. on est d'accord que le mou, c'est le jus de raisin qui sort, c'est ça, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Non clarifié, le jus de raisin brut. D'accord. On peut voir. Allez, On s'entend mieux là d'un coup. Ah c'est bah bien. c'est sûr. Donc là c'était la fameuse montée en pression. D'accord. Donc voilà, c'est l'air qui arrive dans la membrane et qui presse et qui presse, qui gonfle, Ouais, qui gonfle la le membrane. bruit de compresseur. Voilà, c'est Ah bah ça. oui, bah, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on va voir. En fait, quand on y pense, 2 bars, c'est pas gigantesque. 2 bars, c'est une pression qu'on peut appliquer à la main. Bon, pas sur une surface comme ça, mais ça. 2 bars, c'est... Et donc voilà, le nectar qui coule. Donc, c'est ce qu'on appelle le mou. Donc, le mou qui n'est pas clair, qui est brut et qui sort du pressoir. Bon, moi, c'est comme ça que je l'aime, tu vois. Dès que ça commence à titrer en alcool, c'est plus mon truc. Alors là, nous avons les pressoirs. Et dans la pièce juste à côté, on change déjà d'échelle, là. C'est assez rigolo. Donc du coup, le jus, vous avez vu tout à l'heure, est acheminé directement dans les tuyaux. Et donc si on suit les tuyaux, on va arriver jusqu'à la cuve de réception des mous. Donc c'est pas celle-là, quoi. Non, c'est pas celle-là. Et celles-là sont pleines déjà? Celles-là sont pleines ou pas pleines, ça dépend. Donc là, non, on l'a vidé par exemple. Donc du coup, on arrive. C'est gigantesque ces trucs, c'est quelle capacité? 150 hectolitres. 150 hectolitres, ça fait 15 mètres cubes? Ah, je sais pas, je parle pas en mètres cubes moi, je parle en litres. Si, ça doit être ça. Un hectolitre, c'est 100 litres? Un hectolitre, c'est 100 litres, c'est Oui, ça. donc on divise par 10, ça fait des mètres cubes. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, enfin, à peu près, exactement. À peu près, voilà. Donc il y a un peu de vin ici quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Donc reprenons, le mou tuyau, arrive directement des pressoirs et il rentre dans les cuves. C'est ça. Donc on a 2 cuves. Pourquoi on a 2 cuves? Parce qu'on a décidé de séparer nos mous. On les fractionne. Pour en faire 2 choses différentes? Pour en faire 2 choses différentes parce que 2 qualités différentes. Donc le raisin, à partir du moment où on commence à le presser, on va commencer à presser la pulpe et donc à avoir la partie, on va dire, la plus aromatique, la plus acidulée de la partie du jus. Et pour pouvoir arriver jusqu'au bout, on va presser plus fort, on va devoir monter en pression. Mais il est moins bon et celui-là tu mets après. Du coup, on va extraire un petit peu plus au niveau des pellicules, les tanins. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 cuves différentes. D'accord. Donc voilà. Et donc arrive l'étape de clarification de notre mou pour que ça devienne du jus de raisin pour pouvoir le lancer en fermentation. Et pour le clarifier, tu le laisses simplement décanter? C'est ça. On le laisse toute la nuit au froid. Toute la nuit au froid. Et en une nuit, il y a tout qui tombe. D'accord. Alors, je vais essayer de préciser quand même, parce que bon, autant moi j'y connais rien en vin, autant de décantation, techniquement je sais ce que c'est, donc je vais quand même préciser en vidéo parce qu'on ne sait pas qui regarde. Exactement. La décantation, c'est simplement se servir de la gravité pour faire tomber toutes les particules en suspension dans un liquide, pas forcément le vin. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose que la décantation quand tu mets ton vin dans une carafe? Parce qu'on parle aussi de décantation, mais du coup, Oui, Ouais. c'est le même principe. Sauf D'accord. que là, le mou est vraiment très bourbeux, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'où le principe de débourbage. La bourbe, c'est tout ce qui reste après qu'on a... Exactement, la bourbe, c'est vraiment la partie qui est la peau du raisin, les pellicules, ouais, les pépins, la terre, voilà, c'est toutes ces micro-particules également qui sont ici du pressurage. Et alors, tu me disais tout à l'heure qu'ici, vous avez... merde, j'ai oublié le nom, le truc qui tient le raisin. Les rafles. Les rafles, voilà. Le raisin est déraflé avant d'arriver ici. Quand c'est de la vendange machine. Par contre, si c'est pas de la vendange machine, les raisins, on les presse en vendange entière, on appelle ça comme ça. Et ça permet de contribuer à avoir une meilleure extraction. Parce que ça permet de drainer le jus. Ah, la rafle La fait plus rafle de draine, en fait. place entre les... Voilà, c'est ça. Et donc du coup, le jus peut s'écouler plus facilement. Mais elle donne un goût après ou... Non, D'accord. parce qu'on la laisse pas macérer et justement on gère notre pressurage. On évite de monter trop haut en pression pour éviter de la casser. Et alors quand tu dis on laisse pas macérer,
Mais alors, du coup, là, le vin, il vient directement. Le raisin vient directement de la vigne, là. Exactement. Mais alors, il n'a pas eu le temps de macérer ici, ou alors il macère sur pied, ou comment ça se passe? Non. Pour du raisin entier, cépage blanc, et donc pour faire du vin blanc, 98% du process de vinification, c'est ramasser dans les 4 à 5 heures pressuré et directement on récolte le jus et on travaille sur du jus. Parce que du coup la macération, on est d'accord que c'est laisser reposer le raisin pour qu'il commence déjà à... C'est ça. En fait, c'est tout ce qui va être la couleur du vin, les arômes du vin, du futur vin, sont dans la pellicule. Donc si on veut augmenter cet arôme, on laisse infuser. C'est le principe d'une infusion, d'une tisane. Donc on laisse infuser du coup les pellicules en contact avec le jus de raisin pour pouvoir extraire toutes ces molécules odorantes et sa couleur. C'est comme ça qu'on fait un rouge, non? On laisse la pellicule de raisin noir au contact du vin et rouge. Parce que si du coup on presse notre pinot noir, tous les raisins rouges, on a du vin blanc. Parce que en fait, la chair du raisin est claire. C'est ça. Il n'y a que le truc autour qui est... C'est ça. D'accord. Voilà. Du coup, on débourbe et on laisse clarifier. Donc, si j'ai bien suivi, il va rester une nuit là-dedans au frais. C'est ça. Et après, il part ailleurs. Et après, c'est ça? Exactement. On le soutire, on le débourbe, on sépare la phase claire, limpide de la phase solide. Donc ça qui reste au fond de la cuve en fait. Voilà. D'accord. Et ces dépôts, on les filtre. Process de filtration physique pour pouvoir récupérer encore le jus. Ah oui d'accord, qui reste encore dedans. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc ensuite de ces cuves là, il part ailleurs, c'est ça? C'est ça. Et c'est l'étape suivante alors? De vinification. Allez. Voilà. Et donc là tu as le levain. J'allais demander justement c'est quoi cette baffe d'alien là? Exactement. Le levain. Donc c'est les levures que tu vas ajouter dedans? C'est ça. Pour commencer la vinification. La vinification en fait. Le fait de fabriquer de l'alcool à partir du sucre. Exactement, on ensemence. Alors ce qu'on va faire. Ah oui, vous l'ensemencez, c'est pas les levures qui sont déjà sur le... D'accord. Parce que ici, c'est ce qu'on fait. D'accord. Parce que je vais quand même préciser ça. Arrête-moi si je dis des conneries, parce que normalement, œnologue, tu dois maîtriser à peu près le sujet, probablement plus que moi. Les levures, il y en a partout. C'est des micro-organismes qui vivent comme ça. Par contre, ils respirent de l'oxygène. Et si jamais on les en prive, ils passent dans un mode de respiration anaérobie qui leur fait consommer du sucre. Pas n'importe quel sucre d'ailleurs, parce que des sucres, il y en a plein. Il y a le glucose, le saccharose, le machin, mais eux, ils veulent principalement le glucose. Je crois savoir d'ailleurs que le saccharose... Hein, c'est pas forcément... Voilà. Et donc du coup, si jamais il y a trop de saccharose dans le raisin, ça fait après un truc un peu sirupeux, un peu sucré, un peu... C'est ça. Voilà. Alors que le glucose, lui, il est consommé par les levures. Et le déchet de métabolisme des levures, c'est l'alcool. C'est ça. Voilà. Donc ça va, je dis pas trop de conneries, on est pas mal. Ah ok, c'est parfait. On transforme le sucre en alcool. N'empêche, c'est vachement pratique, t'imagines, il n'y a plus d'air, il suffit de t'empiffrer de sucre et puis c'est bon, tu peux continuer à respirer, c'est pas mal quand même. Ça serait pas mal. Hein? Par contre, on fait du CO2. Hein. Oui, ah bah oui, parce qu'un des autres rejets du coup de ce processus, c'est le CO2. Et j'ai vu tout à l'heure, il y a des gros trucs pour ventiler. En fait. Exactement, c'est pour ça. En plus, le CO2, c'est un gaz plus lourd que... Enfin, dans l'air, c'est un gaz lourd, donc il a tendance à s'amasser près du sol. Et un endroit pas ventilé, tu viens avec ton chihuahua, il tomberait de mort. Du coup. Exactement. Ah, c'est chaud quand même. C'est dommage. Bon, eh ben écoute, passons à l'étape suivante, je te suis. Exactement. Allons-y. Ok, alors là c'est carrément un autre style de cuve. Voilà, c'est ça. Alors elles sont beaucoup plus petites et donc là-dedans le vin va fermenter, si je dis pas de bêtises. Exactement. D'accord. Et donc là on lui... Alors les levures, tu lui les as filées avant? Alors en fait, on les a pas mises avant, mais on les a laissées prendre avant. D'accord. En fait, c'est le... Si vous faites du pain à la maison, des brioches, ah oui, tu laisses, la petite levure de boulanger, voilà, c'est la même chose. Donc on la réhydrate et c'est pour ça qu'on la laisse bien bleu-bleu, voilà, faire des bleu bleutés, on lui remet voilà, du mou de raisin. Ah oui, mais alors du coup tu l'injectes uniquement dans les cuves là avec le mou? Avec le mou clarifié. Clarifié, c'est là qu'on tout à l'heure. Si jamais c'est pas clarifié, du coup comme il y a des bourbes, ces bourbes-là, elles ont tendance à relarguer pendant la fermentation des arômes qui ne sont pas forcément souhaités. C'est pour ça qu'on sépare. Du coup, le vin, après, il a un goût de... Ouais, c'est pas ce qu'on recherche. Ça va pas être sur un fruit
frais, goulayant, agréable. On va être plutôt sur de des l'herbe. arômes herbacés, ou même D'accord. limite un petit peu vernis à ongles. Voilà. Ah oui. Ah oui, bah, c'est chimique, hein, donc du coup la levure elle trouve tout ce qu'elle a et elle va commencer à consommer tout ce qu'elle a. Donc, Ah oui, parce que en fait elle c'est la transforme. levure en vrai qui va bouffer Voilà, le truc là. c'est ça. D'accord, oui. Et après ça donne la villageoise, c'est ça? Ah non, non, la villageoise c'est très bon. Donc justement il faut faire attention. Là on est plutôt en vinaigre. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ah oui, parce que ça c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des bactéries donc qui consomment le sucre pour en faire de l'alcool, mais après t'en as d'autres qui consomment l'alcool pour faire de l'acide acétique. Et l'acide acétique, ça donne du vinaigre. Du vinaigre. Et Voilà. donc nous tout notre travail c'est d'arrêter le process à l'alcool pour faire Ouais. du vin. Et ne surtout pas aller plus loin. C'est ça. Tu laisses monter l'alcool, ah, arrête-toi sinon Stop, c'est du on vinaigre. arrête. C'est ça, d'accord, ok. Et donc les levures sont injectées en même temps que le mou dans C'est ces ça, cuves. une fois qu'il Et est alors, clair. le fait que les cuves sont beaucoup plus petites que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que là on doit être, on est à combien en hectolitres? Alors ça va être, on a toutes les contenants. Ah oui, c'est Donc, vrai qu'effectivement, on peut elles aller ont pas la de même 4 taille. hectos jusqu'à 50. D'accord. Ouais, parce que justement, ce que j'allais dire, c'est du coup, j'imagine que si elles sont toutes différentes, c'est parce que vous allez faire différents vins. Exactement. Qui sont D'accord. liés aux parcelles. C'est pour ça qu'on fait vraiment de la sélection parcellaire. Donc une parcelle, un type de parcelle. On Un type va- de cépage aussi, du coup. cépage, exactement. On presse, on débourbe. Donc là, peu importe le contenant, puisque c'est, on va dire, un transit. Ouais. Et ensuite, par contre, au moment de la vinification, on les vinifie dans une cuve adaptée. Et c'est surtout pour la fin de la vinification, une fois qu'on ne souhaite plus que le vin soit en contact avec l'oxygène, pour éviter qu'il se dégrade et qu'il s'oxyde. Ouais. Donc, du coup, Oxygène, oxydation. Voilà, ouais. c'est ça. Donc du coup, on le met dans le contenant le plus proche du contenant final, D'accord. en termes de volume. D'ailleurs, pour rester là-dedans, ton vin, il est au contact de l'oxygène, il s'oxyde. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le vin? Sur le vin, ça va lui donner un arôme de pomme blette, cidre. D'accord. C'est ce goût-là qui va être dégagé en fait. D'accord. Et alors, je crois savoir aussi que pour obtenir justement l'effet inverse, parfois on peut lui ajouter des choses, mais je pense qu'ici on peut pas. On ajoute des nitrites ou non, qu'est-ce qu'on ajoute? Des sulfites, Des sulfites. Je savais qu'il y avait un hit dedans. Bon. c'est ça. Sulfite là-dedans. Voilà. Sulfite. SO2. Donc c'est un atome de soufre, 2 atomes d'oxygène. Ok. Et ça arrête l'oxydation du vin aussi normalement. Pas forcément. Non, l'oxydation du vin, c'est vraiment le préserver de l'oxygène. Ouais. C'est éviter tout contact avec de l'oxygène. Donc c'est ou des contenants adaptés. On parle de houillage. Donc, c'est, voilà, on houille, on va jusqu'au maximum. Ou alors on peut très bien inerter avec de l'azote. Ah oui, De bah, comme ça, l'azote, ouais, du coup, il n'y voilà, a pas hop. d'oxygène. Et alors, Ouais, du coup, les d'oxygène. sulfites, ça sert à quoi? Les sulfites, c'est un antioxydant, Ouais. effectivement, mais c'est quand le vin est déjà oxydé. Ah, quand il est déjà oxydé pour rattraper Voilà, un vin ça qui. rattrape. Et c'est surtout pour vous détruire les levures ou les populations en fait indigènes de micro-organismes. Ah, les qui trucs sont que dans tu le veux vin. pas qui viennent te pourrir Voilà, le vin. c'est quoi. ça. D'accord, ok. Mais ça, du coup, ça doit être vachement réglementé aussi. Ah oui, oui, on a un taux limité de 250 mg par litre de vin au moment de la commercialisation. Parce que pareil, là tu me dis, bon, on évite l'oxygène et on. C'était quoi le terme, t'as dit quand tu On remplis houille, un houillage. un houillage, ouais. Alors je sais que dans les fûts, le niveau il a tendance à baisser parce qu'il y a une certaine évaporation, il y a une partie qui part dans le bois, etc. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on appelle la part des anges? Exactement, c'est la D'accord, fameuse part ouais, des ok. anges. Et donc en fait, dans ton fût, le niveau du vin il descend et donc on re-remplit les fûts pour éviter qu'ils soient au contact de l'oxygène. Mais là-dedans, il peut pas partir. Non, Mais donc il a tendance à diminuer en volume quand même ou... non. Là-dedans, ça bouge pas. Maintenant, ça bouge pas. Il n'y a D'accord. pas de contact avec l'oxygène dans de l'inox. Donc ça, c'est vraiment une étape après, le houillage et le fait de C'est faire ça. gaffe à Ou alors l'oxygène. au tout ça. moment de, par exemple, on a vinifié une parcelle qui fait 14 hectolitres et on a un fût ou une cuve de 15 hectolitres. Donc là, je vais faire un petit assemblage où je vais rajouter 1 hectolitre de vin Ouais. pour pouvoir Remplir l'ouvrir, et et comme ça, je éviter suis le sûre contact avec que je protège de l'oxygène. D'accord. Voilà. Ça, c'est les étapes d'assemblage qui sont encore
la prochaine étape. Mais alors du coup, tu peux pas garder ton vin tel quel, tu es obligé de l'assembler avec autre chose. Ça dépend, parce qu'après si le vin, je peux très bien dire, je sacrifie une partie et je mets dans une cuve de 13 hectolitres. Ah ouais, oui, d'accord, ouais. Comme Okay. ça, je garde l'intégrité et Ouais. voilà. Ok. Donc effectivement, j'imagine que ça doit être bien d'avoir des cuves d'un peu toutes les tailles Toutes les finalement tailles. pour pouvoir C'est pour ça pour vous que toutes comment les dire, années ne se ressemblent pas. ouais. Parce que là, je vois qu'on en a qui sont nettement plus petites. Elles font combien celles-là? Alors celles-là, elles font une douzaine d'hectos. Douzaine, donc ça fait 1 mètre cube 2. Voilà, Ouais, c'est ça. Moi je compte en mètres cubes. Ah, ouais, je vois ça. suis pas. Voilà. Ensuite là on a déjà la taille au-dessus. C'est ça, là on est plus autour de 30. Là, Donc c'est 3 mètres noté, cubes, voilà. d'accord. Celles-là elles sont moins hautes mais elles sont plus larges. Ah c'est ça, il y a de tout. Hein. D'accord. Et là on a déjà du volume. Là on a des monstres là. Celles-là elles font combien? Celle-là, Ah bah c'est écrit dessus, non? exactement. 6 mètres cubes, c'est ça? Alors du coup, Non, c'est pas ça? non, c'est pas. T'as pas, c'est là le dosage. Et c'est des cubes de 50 celle-ci. 50. Donc 5 mètres cubes. C'est possible ça? 50 hectolitres. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre plus là-dedans. Ah, Non mais je te crois sur parole, hein, mais elles me paraissent, absolument c'est sûr, gigantesques non, en fait. Non. Et donc en fait, ouais, avec ça, tu peux subvenir à peu près à tous les... C'est ça. Ok. Et alors le vin, une fois qu'il est là-dedans, par contre, il va y rester un petit bout de temps quand même. Ah oui. Donc le process de fermentation, en moyenne, on va dire entre 15 jours et 4 semaines. 15 jours et 1 mois, du coup, Voilà, d'accord. c'est ça. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de vinifier à froid pour conserver les arômes. Ah oui, parce que du coup, il y a aussi ça, c'est que cette réaction chimique, production d'alcool, donc ça produit de l'alcool, du CO2, mais aussi de la chaleur. Exactement. Et donc il faut refroidir le vin. Parce que ça. s'il fait trop chaud, les levures... Mais c'est surtout les molécules aromatiques sont volatiles. Ah oui, et donc du coup, elles foutent Une le fois camp. qu'elles sont dégagées et que ça sent bon dans la cave, ben, ça veut dire qu'on ne l'aura plus dans le vin. Ah ouais, Ah mais oui, faut faire très d'ailleurs, on attention. notera aussi, on notera que quand on est au pressoir, ça sent le jus de raisin. Ici, ça sent déjà plus le vin. C'est ça, là ça sent vraiment les ferments. Ouais, c'est ça. La levure. C'est ça. Donc voilà. Ok. D'ailleurs, là, on a le panneau de contrôle, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Ah, attention, on va filmer La ça. température. Ouais. Et c'est la température de chaque cuve. Exactement, de chaque cuve. Avec une consigne de température et la température. Alors, je vois la réelle. température, là. C'est Ok. ça. Et en dessous, c'est quoi? La consigne qui lui a été donnée. Donc on souhaite Ah, une d'accord, consigne donc de 10 degrés. Tu veux 10 degrés et là, elle et là, descend. actuellement, voilà, elle a d'accord. 10. Ok. Ah, il y a du monde ici. Ouais, beaucoup de cuves. Bah ouais, il y a beaucoup de cuves. Une fois que le vin est fait, on le soutire. Alors là, il y a encore du monde aussi. On le soutire et on le reloge. Alors quand tu dis on le soutire, Donc le vin, donc le mou, on l'a débourbé, du jus clair. Le jus clair, on l'a ensemencé avec un levain. Ça, c'est nous qui le souhaitons. Hein. Il y a d'autres viticulteurs, vignerons parce qui... que j'allais dire, oui, si tu le laisses juste comme ça, il y a déjà des levures dedans. Bien non sûr, donc c'est pour ça, il y a déjà des levures dedans. Voilà. C'est juste que c'est des levures, on va dire que on n'a pas forcément connaissance de Et donc tu sais de pas la ce qu'elles souche. vont faire derrière. Voilà. Ouais, Et donc là, d'accord. c'est plus pour se protéger. Et donc, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien qu'on vinifie à des températures basses. Et c'est vrai que là, autant quand c'est chaud, les levures, elles meurent. Mais quand c'est trop froid, elles ont tendance aussi à mourir. Donc, je sélectionne ou je vais choisir des levures qui fermentent à basse température également. Donc, c'est un souhait. Ouais, c'est toi qui choisis vraiment Voilà, comment ça va c'est fermenter. ça, c'est D'ailleurs, pendant qu'on y est, encore une fois, dis-moi si je me trompe, j'ai lu qu'il faut à peu près 17 grammes de glucose par litre pour faire 1 degré d'alcool. Exactement. c'est ça. Bon, ça va, j'ai pas lu de conneries. C'est bon. Oh, c'est pas mal. Et donc, ça veut dire, alors attends, ça veut dire que ton litre de jus de raisin, il y a 1/4 de sucre. Ah, c'est très très sucré du raisin. Ah Mais oui. c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très très acide, c'est pour ça qu'on ne le sent pas. Ah oui. En fait, c'est un équilibre. Ouais, en fait, c'est absolument pas meilleur que le coca, hein, en fait, à Ah boire. non, pas du c'est- tout. Donc Voilà. en général, les degrés potentiels des raisins, parce que c'est comme ça qu'on les choisit, Ouais. donc on vise une maturité de, donc on appelle ça un TAP, type alcoolémique potentiel de 12,5. Les Gewürz qu'on a rentrés aujourd'hui sont plutôt autour de 14,5. Ça fait quasiment 1/4 de kilo de sucre.
Ah oui, oui, oui. C'est ouf, non mais parce que non mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Tu sais, on tape toujours sur le coca. Oh, t'as vu tout le sucre qu'il y a dedans? Oui, bah bois un jus de raisin à la place. Ah, Quoi. bah, le jus de raisin, c'est un truc de fou. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, comme le coca, hein, l'acidité du raisin masque masque truc, ouais. du coup ce côté sucré et on a des grosses acidités. Hein. Jus de raisin, ça a un pH de 3. Waouh. Voilà. Ah, je l'aurais pas dit. Ah, c'est plus acide que le sucre gastrique et de beaucoup même. Oui. Certains Riesling, on est autour des pH autour de 2,8, 2,9. Ah ouais. Et on peut monter dans les vins du sud de la France où justement il y a moins d'acidité, dû au soleil, à des pH autour de 4. On ne dépassera jamais 4 de pH. 4 de pH, c'est déjà un vin qui n'a pas beaucoup d'acidité. D'accord. Et s'il n'est pas très acide, on va lui reprocher quoi? Parce que c'est pas du vin. C'est pas du vin, ça devient du vinaigre, c'est ça? Non, c'est pas considéré comme étant du vin. Ah, c'est juste pas considéré comme étant du vin s'il n'est pas assez acide. Ouais. D'accord. Après, en général, ça dépassera pas plus que ça. Enfin, sinon, il va pas mûrir en fait. D'accord. Un raisin est acide naturellement. Okay. C'est sucré acide. C'est cette balance sucre-acide. C'est pour ça que c'est dans les millésimes de sécheresse assez compliqué, parce que les équilibres sont différents. Et donc, comme il y a moins d'acidité, si on pousse trop en maturité, on va ressentir beaucoup de sucré et ensuite beaucoup d'alcool. Ça va nous faire une sensation en bouche de beaucoup d'alcool, alors qu'il n'y en a pas forcément plus que l'année dernière. D'accord. Tout est histoire d'équilibre. Ah bah ouais. D'ailleurs, ouais, petit point historique, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on fait du vin quand même, donc on commence à savoir comment le faire. Les premières traces de culture de la vigne, si j'ai bien compris, c'est 8000 ans avant Jésus-Christ. Et les premières vraies vinifications, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc effectivement, depuis le temps, on a appris comment faire les choses correctement. Exactement. Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour stabiliser ce vin. Ouais. D'ailleurs, n'ayant pas de moyens chimiques pour le stabiliser, ça tournait au vinaigre. Et d'ailleurs, à l'époque, le vin, on le buvait rarement pur. On y rajoutait tout un tas d'herbes, tout un tas de trucs pour en apaiser un peu le goût, parce que c'était des putains de vinaigre. Et pour le stabiliser. Oui, c'est ça. Parce que du coup, toutes l'hypocrase au Moyen-Âge, le fait de rajouter de la cannelle, des clous de girofle, ça permettait aussi de. C'est un antibactérien, qui permettait de conserver en fait le vin et qu'il ne parte pas en vinaigre. Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, le vin avait une grande importance à l'époque parce que comme on ne connaissait pas le concept ni de la pasteurisation ni de la stérilisation, tout ça, boire de l'eau, en fonction de là où elle venait, c'était surtout s'exposer à une belle chiasse. Et à l'époque où il n'y a pas ni antibiotiques, ni médecins, ni quoi, c'était pas forcément une bonne idée de se choper une dysenterie. Et le vin, en fait, c'était une boisson largement plus sûre que l'eau. Et donc on buvait beaucoup de vin, mais les vins n'étaient pas très alcoolisés non plus. Pas très alcoolisés. Parce que pas beaucoup de soleil à cette époque-là. Et par contre, toujours ce pH, cette acidité qui ne permettait pas aux bactéries et aux microbes de se développer. C'est pour ça que ça nous aidait. Et ils travaillent en cas de Là, je vois que tu as des fûts. Exactement. Est-ce qu'ils servent ou est-ce qu'ils attendent quelque chose? Non, ils servent. D'accord. Les fûts nous permettent donc, de faire vieillir le pinot noir. Là-dedans, tu as du pinot noir. Voilà, c'est ça. D'accord. On a du pinot noir. Donc le pinot noir qui est fait avec un raisin noir, mais avec une chair claire, c'est ça? Voilà. Et donc il devient noir parce qu'il est mis. Parce qu'il a été fermenté avec la pellicule. D'accord. Et c'est ça qui va le colorer. C'est ça. Sinon, ça serait un vin blanc. Exactement. Le pinot noir qui serait blanc. Et c'est ce qu'on fait. On fait des pinots noirs blancs. Le crément, par exemple, c'est du pinot noir que l'on presse directement et on fait du blanc de noir. Ou du rosé. Parce qu'on peut jouer sur le pressurage aussi. Si on presse un peu plus fort, on va réussir à extraire des molécules colorantes de la pellicule pour pouvoir faire un joli rosé. Je peux vous en montrer. Donc le rosé, c'est un vin blanc avec le colorant qui vient de la pellicule. D'accord. C'est pas un vin blanc avec lequel on a additionné du rouge. C'est pas ça. C'est vraiment... Mais techniquement, le rouge, c'est aussi un vin qu'on a coloré avec la pellicule, alors. Exactement. Moins longtemps ou... Plus longtemps, le rouge. Oui, enfin, ouais, du coup, oui, pardon. Plus longtemps pour faire du rouge et moins longtemps pour faire du rosé, alors. Oui, ou juste par pressurage. D'accord. Donc après, on n'y touche plus. Après, on n'y touche plus. D'accord, ok. Et alors,
là, je suis un peu surpris en fait juste de là où ils sont. Ceux-là, je vois les cuves de fermentation. Il y a quand même beaucoup de volume. Et là, il y a juste une poignée de fûts. Pourquoi? Parce que l'Alsace, c'est vraiment une région de vin blanc. Donc on fait et là, du coup, il n'y a pas beaucoup de rouge. De rouge. D'accord. Et pas forcément beaucoup de rouge aussi élevé en fût. Ah oui, parce que en fait, ils sortent direct de la cuve après. C'est ça. C'est ça, d'accord. Et il y a des vins rouges qui ne sont pas forcément boisés. Et en Alsace, on peut trouver des pinots noirs rouges qui ne sont pas passés en fût. D'accord. Donc en fait, le truc, c'est que là, on fabrique l'alcool, mais à la sortie de la cuve, le vin, il est bon à consommer en fait. Pas tout de suite. On l'élève. Oui, mais justement, on l'élève en fût alors, non? Ou pas. On peut aussi l'élever en cuve inox. Ah, on l'élève aussi dans la cuve. Mais alors, tu le changes de cuve ou tu... On le change de cuve parce qu'on a fait un soutirage des lits grossières. Ah oui, tous les résidus, tous les trucs, tu enlèves de et la qui fermentation, les écorces de levure qui se sont déposées et qui ont sédimenté dans le fond de la cuve. Ouais, donc la lie, c'est tous les trucs qui sont encore une fois tombés au fond de la cuve. D'ailleurs, d'où l'expression boire jusqu'à la lie aussi, non? C'est ça, tu bois jusqu'au fond de la bouteille. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Et alors, tu... Non, c'est bon. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, il reste dans sa cuve en inox, mais alors il sent pas le bois. C'est ça. Et il reste combien de temps alors à ce moment-là? On va dire qu'il reste jusqu'au mois de mars, avril. D'accord. À partir du mois d'avril, on commence à faire la mise en bouteille. Parce que justement, un vin qui est vieilli, qu'est-ce que ça va changer de le vieillir plus ou moins longtemps? Le vieillir dans le bois, ça lui donne des arômes de bois. C'est ça. Le vieillir dans l'inox, du coup, il reste comme il est. C'est ça. On va jouer avec les lits, par contre. On peut très bien jouer avec les lits fines. D'accord. Pour lui donner aussi un goût différent. C'est pour l'assouplir. C'est-à-dire lui donner des... comment dire, l'arrondir, l'assouplir, lui donner un petit peu de gras. D'accord. Ok. C'est vraiment en fait c'est des échanges de manoprotéines, si on veut rentrer dans les termes techniques. Donc c'est vraiment les débris de levure, les écorces de levure qui sont très riches en manoprotéines. Et du coup les manoprotéines en contact de l'alcool rendent le vin plus gras, plus souple, plus agréable et moins acide. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était quand même très acide. Okay. Et alors, plus il reste longtemps dans sa cuve, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'une fois que l'alcool est fabriqué, les levures, elles n'ont plus rien à bouffer, le processus de vinification, de fermentation s'arrête. Ouais. Mais alors du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant ces mois où il reste dans la cuve? Il se clarifie. Donc il y a encore par décantation des trucs qui tombent, d'accord? Ça donne la lie. Voilà. Ok. Une lie grossière, une lie fine. Et après, du coup, c'est le développement des arômes. D'accord. Donc on a des arômes fermentaires, les arômes dits primaires. On a déjà les arômes de raisin à la base. Ensuite les arômes fermentaires, primaires, secondaires, tertiaires. Donc c'est vraiment tout un processus chimique qui se fait. Donc c'est une évolution au cours des mois qui Mais alors viennent ça se fait plus avec des levures, si? Ah non. C'est le process chimique du vin. Ah oui, c'est dans le temps en fait. Ah oui, d'accord, ok. Combien de temps on va laisser le vin plutôt dans une cuve inox, plutôt dans un fût? Combien de temps une cuve inox, après c'est au goût, c'est à la dégustation, c'est au souhait. Donc on teste régulièrement, on vient prendre une lichette, voir s'il est bon D'accord. Tous les 15 jours, on vérifie la stabilité du vin, pour vérifier déjà s'il n'est pas en train de tourner au vinaigre, c'est le cas de le dire, et de vérifier justement si les arômes sont bons, si on l'a bien conservé, jusqu'à la mise en bouteille finale. Donc en général, un vin blanc, un vin d'Alsace qui est vraiment sur des aromatiques assez expressives et sur de la fraîcheur. Donc là, on va le commercialiser dans l'année qui suit la vinification. D'accord. Et donc, après, la prochaine étape, si je comprends bien, c'est la mise en bouteille. Exactement. Avec assemblage ou comment ça se passe avec les vins là? On assemble des trucs aussi ou... Ça dépend. Soit on décide de faire un vin de terroir. Une parcelle, un terroir, ça peut être un grand cru, un lieu-dit. Donc celui-là, il ne bouge pas? On a déjà sélectionné, il ne bougera pas. D'accord. C'est ce vin-là qui a une certaine typicité, où le sol a une certaine minéralité. Et donc, du coup, on va décider de ne pas justement l'assembler. On va le faire brut. Et sinon, on peut décider, en général, c'est décembre, janvier, février, d'assembler nos cuves, faire une recette. D'accord. Ce qu'on souhaite. Et donc, en fait, ils sont mélangés. C'est ça. Et mis en bouteille à ce moment-là. Voilà, c'est ça. D'accord.
Il y a un dernier truc qui m'interpelle, c'est ça. Ça, c'est quoi? Alors, parce que je vois de l'air qui circule. Ah bah du coup, c'est pas de l'air, c'est le CO2, c'est ça? c'est ça, D'accord. c'est le CO2. Et alors, ça sert juste à laisser échapper le CO2 ou... Exactement, Aussi con que ça? aussi con que ça. Et on lui met de l'eau Pour éviter que les l'oxygène mouches- revienne? Et que les mouches Ah aillent dedans. bah oui, c'est vrai qu'un vin aux mouches, ça doit pas être terrible. Voilà. Non, parce que je vois des bulles sortir. C'est combien ça produit de CO2 par heure? Alors là, je ne sais pas. Ça, je t'avoue. Parce que ça fait une sacrée quantité de gaz là qui Ah sort bah oui, quand même. oui, ça... Elle produit du gaz. Hein. C'est impressionnant parce que si ça fait ça toute la nuit, il y a de quoi s'asphyxier quand même. C'est C'est vrai qu'il faut être vigilant pendant les fermentations. quand tu dis vigilant, à cause de ça ou à cause de... À cause de tout. Pendant les fermentations, on est sur des œufs. On surveille. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Qu'est-ce qui peut mal tourner? Parce que du coup, j'ai l'impression à ce que tu dis que beaucoup de choses peuvent mal tourner. Mais... Ah bah c'est du vivant. Donc soit la population levurienne qui est dans le mou, dans le vin qui est en train de fermenter peut très bien mourir. Et des bactéries peuvent prendre la place, et te et pourrir donc, le vin. voilà, transformer en vinaigre, faire de l'acétique par exemple. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu sens que ça commence à tourner au vinaigre, qu'est-ce qu'on fait? On le jette pas quand même, Ah non, on ne jette pas, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diminuer la température. Pour les tuer? Pour éviter que justement elles se développent. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi donner de l'azote. Attends, je vais me mettre là parce que c'est plus joli s'il y a les cuves derrière. De Voilà. donner de l'azote, du coup, aux levures, pour Alors, qu'elles parce se que- développent plus. Parce que pareil, du coup, donc pour que les levures se développent, mais alors les bactéries qui, elles, vont plutôt faire du vinaigre. Les bactéries, on les veut pas. Ouais, mais justement, comment tu t'en débarrasses Alors, normalement, on n'en a pas, dès le départ, en fait. L'idée, c'est la course contre la montre sur l'hygiène. Ouais, mais si jamais ça commence à tourner au vinaigre, ça veut dire que Ah t'en oui, as déjà. oui, mais ça c'est normal. C'est très rare, hein. C'est rare. Ah, d'accord, rare. ouais, ok, ouais. C'est vraiment rare. Le but c'est que ça n'arrive jamais. Donc c'est rare. Si jamais c'est le cas, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail et qu'on n'a pas suffisamment surveillé, qu'on n'a pas suffisamment nettoyé la cave. D'accord. Voilà. Ça c'est. Après on surveille tous les jours, on déguste. Donc c'est plus pour surveiller l'oxydation et la réduction des vins. Oui, parce que l'inverse, ah oui, on n'a pas dit ça non plus, mais l'inverse de l'oxydation, pour ceux qui étaient déjà au moins jusqu'à quoi, niveau début lycée, non? C'est l'inverse de l'oxydation, c'est la réduction. Et là, la conséquence sur le vin? Ça sent l'H2S, l'œuf pourri, le chou. Ah ouais, Et on veut on pas n'a ça. pas envie. Non, on Non, n'en pas veut trop. pas. Nous, on veut des arômes fruités. Ça sent le pamplemousse, la fraise, Ouais, d'accord. Ouais, c'est le pas top. raisin, la rose, Ouais. voilà. Et donc là, pour l'oxyder, tu lui rajoutes de l'air, alors Oui, tu Donc, le du coup, brasses ou on le juste brasse, tu... exactement. D'accord. Ok. Exactement. On lui fait une aération et on peut également ajouter des nutriments. Pour développer encore une fois Parce qu'en général, les levures, quand elles sont dans un milieu stressé, donc elles n'ont pas suffisamment à manger, au lieu de créer des arômes primaires, secondaires, tertiaires de fermentation, elles vont créer justement de l'H2S. Donc on essaye de rétablir l'équilibre et de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'elles nous fassent les bons arômes. Donc c'était ça que tu disais par surveiller comme l'huile sur le feu. Non, parce que moi je m'attendais déjà, on n'a pas aéré cette nuit, le mec il est rentré dedans, il a tourné de l'œil parce Ah qu'il oui avait trop de aussi, CO2. hein, on fait attention. Hein, Oui, ça arrive le aussi, matin, ça. Il tourne pas de l'œil parce qu'on le sait qu'on est prudent et que le matin, le premier qui rentre, il ouvre les portes, il aère et on a aussi un extracteur. D'où qui les tourne. grandes portes que je vois. là, Exactement, c'est- et on a aussi un extracteur de CO2 qui vient absorber le Ouais, gaz ok. et qui l'évacue. Eh ben, du coup, étape suivante ou... Étape suivante, patience, on attend. Oui, mais On justement, laisse il y a une suite à voir là déjà, il y a des choses à voir. Non. Non, pour On le attend, moment, il faut on attendre. attend. Ouais, mais tu peux au moins nous montrer l'atelier ou les trucs où tout se passe après. L'atelier où mais non, parce que du coup, c'est un camion. Un camion. Eh oui, c'est un camion d'embouteillage qui vient sur le site. Ouais. Ah, et c'est un espèce de camion usine comme ça? Ah, c'est un camion usine, exactement. Ah, la vache. Donc il faudra revenir au moment de l'embouteillage. Oh, putain. Et là, je vous montrerai ça. Oh la vache. Donc, c'est un camion compact où tout le process de mise en bouteille est fait.
Donc en gros... Donc là, clairement, à partir du moment où la fermentation est terminée, où on fait de l'élevage du vin dans les cuves, et ça ne bouge plus jusqu'à la mise en bouteille. Donc on branchera sur la cuve un tuyau qui ira dans notre camion d'embouteillage et qui sera mis en bouteille. Question, la sortie là de la cuve, Oui. elle attrape tout de suite en bas de la cuve ou elle va chercher un peu plus haut? Parce que tu m'as dit, il y a la lie, il y a tout ça. Ouais, ça c'est vraiment pour soutirer vers le bas, c'est pour enlever les lits. Ah oui, ça c'est pour enlever les lignes, mais alors pour tirer le vin? Là, Ah oui, là, d'accord, ok. là. Oui, ça c'est... En fait, c'est la vidange, quoi, ça. Voilà, c'est ça. D'accord, et puis là, ok, d'accord, parce que je me disais, oui, ce serait con de prendre la lie avec vous. C'est ça. D'accord. Et pour des transferts de vin, parfois on transfère de cuve à cuve. Donc là, du coup, c'est nécessaire d'avoir tout le vin une fois qu'il est clair. Ah, parce que tu veux la lie avec, alors? On a déjà séparé les lits Ah oui, ouais, oui, ok. dans notre process. D'accord. Alors, ah oui, bah du coup, le camion, là, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Moi, je Ah, m'attendais bah à un oui. truc... Ah non, c'est pour ça. On n'a pas, nous, pour l'instant, voilà. Après, on Ah oui, attend. c'est vous qui fonctionnez comme ça. Il y en a d'autres, ils ont leur atelier d'embouteillage. Oui, alors pour avoir un atelier d'embouteillage, il faut déjà avoir une grosse capacité de D'accord. cuverie et de mise en bouteille. Ok. Ah, parce que ça, c'est pas une grosse capacité de cuverie, ça? Ah non, Ah non, d'accord. Ah, ça, c'est petit, ça. D'accord, ok. ça c'est petit. Ah, les Français sont vraiment des alcooliques. Ça c'est petit, Voilà. très petit. Ah oui, d'accord. Bon, Il y j'aurais a pas certains trouvé. sites où c'est des cuves de 1000 hectos. Ah oui, c'est des piscines, là. Voilà. D'accord, ah, ok. D'accord. Bon. Et donc là, maintenant, il y a qu'à attendre, quoi. Ah bah là, maintenant c'est patience. Ok. Donc on a vu au pressoir donc, le mou de raisin qui coulait, donc qui n'était pas du tout débourbé, qui était brut. Ouais. Ensuite on a le process où on commence à le clarifier. Donc là il n'y a pas encore eu de fermentation qui a été faite, mais on clarifie. Voilà. Donc là c'est du jus. Alors, moi, je le trouve pas super clair, encore. Ah non, non, il est en cours, il est en cours. Ah, en cours, Voilà. ok. Donc là du coup, entre comment il était au pressoir et maintenant, il s'est quand même déjà clarifié. Ouais. Et donc là on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas encore passé la nuit. Donc on l'a Ah, pas mais il encore. est déjà là, mais il n'a pas passé la nuit. Non, là il sort seulement du pressoir, donc il y a une partie qui a été mise dans le pressoir. Oh, On peut- oui, en mais fait, je veux dire, tout il à est... l'heure on pouvait débourber dans ces grosses cuves, Ouais. on peut très bien décider de le débourber. Ah dans oui, ça n'a n'importe rien à quelle voir. cuve, Ah en oui, fait. c'est juste, il a un endroit au calme, d'accord. C'est ça. Ah, il y en avait On le trop met au pour les froid. cuves là-bas, en fait. C'est ça en fait. D'accord. En fait le problème c'est Ok. que les cuves là-bas, enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est que c'est des grosses cuves. Et le principe de la sédimentation, c'est de Ah, il faut que ça ait le temps de tomber. descendre. Et donc bah, si la cuve est trop large ou trop haute, et donc là Ça dans met le plus de cas temps. c'est trop large et pas assez haut en fait. Il n'y a pas suffisamment de hauteur pour que ça puisse débourber. Donc là on le met dans une cuve plus Ah oui, étroite. tellement il y a de bourbes dedans, en fait. C'est ça, bah, Ah, la vache, ouais. c'est pas, Ok. c'est pas clair hein, du coup. Faut qu'on ait un minimum de hauteur pour que ça puisse se déposer. Ah oui, donc en fait. là, il est encore seulement en cours Voilà, de route. Il est là c'est depuis ça. combien de temps, celui-là? 21 c'est aujourd'hui, donc il est là depuis à mon avis depuis ce matin. Ah oui, que ça depuis ce presse, matin, parce que, d'accord, voilà. ok, ouais. Ah, il n'est pas encore lesuré. D'accord. Et après, donc un vin qui fermente, justement, qui est un vin qui Oui, fermente. c'est celui qu'on voyait tout à l'heure, qui faisait des Voilà. bulles. C'est un rosé. Ah, Donc je là, le ça ne trouve, ressemble pas du tout au rosé ouais, qu'on j'allais a dire, l'habitude ouais, de voir en bouteille. Je le Donc, trouve du coup, aussi très trouble. hein. Voilà, Attends, il y a du levain. Donc, c'est les levures qui lui donnent cet qui lui aspect donne trouble. cet aspect trouble. D'accord, ok. C'est pour ça qu'une fois, pendant la dégustation, donc, on vérifie, il sent bon, il a des arômes très fruités, pas de réduction, pas d'oxydation, donc tout va bien, on le laisse faire. Je vais quand même mettre le nez dedans pour voir à quoi ça ressemble. Et ça sent déjà le vin, ça sent déjà plus le jus de raisin. Ah non, là on est sur des autres arômes, Ouais. mais ça sent pas le vin, encore. Il y a encore beaucoup de sucre dedans. Oui, mais alors moi je saurais pas faire la différence. D'accord. Zéro. Hein. Alors il y T'es a encore prévenu. beaucoup de sucre. Ah oui, oui, non mais je te crois sur parole, hein, mais pour moi ça commence à avoir l'odeur du vin. D'accord. Mais pour moi le vin ça a juste une odeur de vin. Je suis pas capable Ah oui, de faire la d'accord. différence Non, mais il y a entre un plein de blanc, un choses dans le rouge, vin. un machin, un truc. Voilà. Je Il y a nul. beaucoup d'arômes, il y a beaucoup de... Oui. Voilà. Le caméraman il a envie de. C'est ça. Et du coup, bon parce que celui-là est intermédiaire, mais du coup t'en aurais pas un tout clair quelque chose Impossible. Trop tôt. Trop
trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Ouais. Patience. Tout à l'heure, patience. En fait, si on n'est pas patient, on peut pas faire ton taf. Pas possible. Du tout. Elle commence à réduire. Donc elle commence à sentir l'œuf pourri. Elle commence, c'est le début. Hein. L'idée, c'est qu'elle n'aille pas jusqu'à l'œuf pourri. On est d'accord. Donc quand je commence à sentir qu'elle passe sur la mauvaise pente, tout de suite, on intervient. Un peu d'air. Voilà, c'est ça. Donc là, elle va... C'est léger, moi je le détecte tout de suite, mais c'est pas forcément... Je dirais que là, demain ou après-demain, elle va être vraiment réduite. Je sens strictement rien. Mais je suis vraiment nul pour ça. Non, mais je t'assure. Ouais, non, mais c'est beaucoup. Après, c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Mais moi, je suis d'accord, mais justement, pour ça, quoi. je suis nul à chier. Je suis vraiment le très mauvais client pour ça. Mais je sais très bien que les gens ils vont kiffer la vidéo. Bon, ça, c'est comment faire oxydoréduction, comment on fait ça dans le pinard. Ah oui, ça, ils vont kiffer. Mais d'ailleurs, j'ai un projet de faire un peu la même chose dans une distillerie, voilà. normalement. Mais mais là... On n'a pas pressé le raisin, on l'a égrappé, c'est le pinot noir. Ouais. On l'a égrappé, on l'a mis en vendange du coup pas entière. Donc là, il y a tout. Il y a tout. D'accord. Sauf la rafle. Sauf la rafle. Voilà. Parce qu'il a été récolté en machine? Non. Ou parce qu'il a été éraflé? On l'a éraflé? fait à la main, mais on l'a éraflé. D'accord. Donc érafler, ça veut dire enlever le truc qui est entre les grains. Le machin qui tient les grains, qui s'appelle la rafle. Après, on pourra aller voir en haut. Ah ouais, je veux bien, ouais. Donc là, tu vois. Et donc ça va faire un pinot noir? C'est ça. Ok. Qu'on mettra, pour le coup, en fût. Ah, pas la même odeur. Honnêtement, tu me fais un blind test avec ceux de tout à l'heure. Ça, c'est la cuve vide. Du coup, tu la vois vide. Là, tu as la cuve qui est pleine. Alors, on va peut-être pas voir grand chose. Non, ça éclaire pas de ouf. Non. Au pire, je trouverais bien une illustration sur internet pour montrer ça, mais en gros, on voit tout le raisin dedans. C'est ça. Et alors, il est entier, mais écrasé juste assez pour laisser sortir. C'est ça. C'est surtout, en fait, si ça c'est auto-pressé. Ah, sous son propre poids? C'est ça. D'accord. Et le chapeau remonte, parce qu'il y a du dégagement de gazeux. Ah oui, donc en fait ça fait une espèce de mousse, hein, c'est pas ça? Ça fait de la mousse et c'est surtout que la matière solide remonte. Et donc tous les jours on l'arrose pour la faire redescendre. Ah d'accord. Pour infuser en fait. Et pour éviter justement que les bactéries se développent au contact de l'oxygène. D'accord. Ok. Voilà. On referme. Bon, et ben ma foi, ça sera tout pour aujourd'hui parce que la mise en bouteille, ça se fait quand le vin est prêt à mettre en bouteille, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, si l'occasion se présente, on reviendra et on fera la suite. On va parler dégustation aussi, éventuellement, pourquoi pas, même si bon, mais on en parlera dégustation quand même. En tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Abonne-toi, mets la cloche, tout le merdier et levez les yeux au ciel. Soyez astronogeek et à la revoyure. Scène post-générique, on est à Rigvir. Et à Rigvir, il y a une petite spécificité quand même, c'est ça. À Rigvir, il y a un magasin de trucs de Noël qui vend des trucs de Noël toute l'année. Herzlich willkommen im Elsass.